Quand je me suis marié, je n'ai pas mentionné que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Et Dieu merci, j'ai gardé le silence parce que juste une semaine plus tard, ma belle-mère s'est présentée avec un notaire. Bonjour, je m'appelle Amélie Martin. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été exclu par votre propre famille lors d'un moment censé être joyeux, pour découvrir ensuite que tout était basé sur un mensonge soigneusement orchestré. Maintenant, voyons comment cela se déroule. J'étais marié depuis exactement 7 jours lorsque ma vie prit un tournant inattendu. Ce matin-là, je m'habituais encore au rythme d'une jeune mariée, les conversations tardives avec mon mari Daniel, les dîners romantiques et les grasses matinées qui se prolongeaient jusqu'à l'après-midi. C'était calme, paisible et plein de promesses. Puis on frappa. C'était ferme, persistant et bien trop tôt pour un week-end. Je m'essuyai les mains, encore mouillé d'avoir lavé la vaisselle du petit déjeuner, et ouvris la porte avec un demi-sourire. Debout se tenait Brigitte Martin, ma belle-mère, élégamment vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, les lèvres pincées, les yeux calculateurs. À côté d'elle se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Petit, l'air nerveux, avec une mallette en cuir serrée à la main. « Voici monsieur Gérard Martin », annonça Brigitte sans attendre de salutation. « C'est un notaire. Nous devons parler. » Mon estomac se noie. Je les invitai à entrer par politesse, les mains légèrement tremblantes tandis que je servais le thé et offrais des biscuits. Gérard s'assit maladroitement sur le bord du canapé tandis que Brigitte s'installait à son aise, scrutant la pièce de son regard critique habituel. Brigitte alla droit au but. « Maintenant que vous faites partie de la famille Martin, dit-elle avec un sourire pincé, il est important que nous réglions quelques formalités administratives. » Gérard avait préparé un simple addendum prénuptial. Rien de compliqué, juste un document pour assurer l'équité si, à Dieu ne plaise, quelque chose arrivait. Je jetai un coup d'œil au papier. Mon cœur se serra davantage. Le document n'était pas simple. Il comprenait une clause stipulant que tous les actifs non divulgués auparavant seraient considérés comme des biens matrimoniaux communs, sauf s'ils étaient explicitement déclarés au préalable. C'était un piège. Si je disais que je ne possédais rien et signais, je pourrais tout perdre si la vérité éclatait un jour. Ce que personne ne savait, pas même Daniel, c'est que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Des propriétés disséminées à travers Paris, discrètement louées, générant un revenu stable. Je ne les avais jamais mentionnés, non pas parce que je cachais ma richesse, mais parce que je craignais précisément cette intrusion, ce contrôle et ce jugement. Le regard de Brigitte me transperça. « Alors, Amélie, dit-elle, possédez-vous des biens ?» Je souris, calme mais sur mes gardes. Rien de sérieux. J'ai juste vécu avec ma grand-mère pendant un certain temps avant qu'elle ne décède. Brigitte ne me crut pas. Mais je n'allais pas céder, pas encore. Pas quand ma liberté était en jeu. Et donc je ne dis rien. Et ce silence allait tout changer. Bien avant ce coup frappé à la porte, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais le dire à personne, pas encore. Ni à propos des appartements, ni à propos du revenu discret, et certainement pas à propos du testament. Ma grand-mère, Louise Argot, avait été une femme de cran et de débrouillardise. Élevée pendant une période difficile, elle avait survécu en cousant des vêtements, en réparant des appareils électroménagers et, lorsque l'économie s'était redressée, en investissant dans de petites affaires immobilières que d'autres négligeaient. Au fil des ans, Louise avait acquis plusieurs propriétés modestes dans différents arrondissements de Paris. Elle les louait, les entretenait elle-même et ne se vantait jamais de son succès, mais elle tenait des registres méticuleux et, plus important encore, elle croyait en la planification à l'avance. Quand j'eus 25 ans, ma grand-mère me prit à part et me dit « Je t'ai laissé quelque chose. Tu comprendras pourquoi plus tard. Mais promets-moi une chose. Ne le dis à personne tant que tu ne sauras pas qui est vraiment de ton côté. » Je n'avais pas pleinement saisi le poids de ces mots à l'époque. Je venais de terminer mes études supérieures, je travaillais à temps partiel dans le marketing et je sortais avec Daniel, un professeur de physique sincère et au cœur tendre, avec un charme enfantin et un rire discret. Nous étions heureux. Nous parlions d'emménager ensemble, peut-être de nous marier un jour. À l'époque, je ne pensais pas que l'héritage importait. Puis ma grand-mère décéda. Je rencontrai en privé l'avocat de la famille et le notaire. J'appris que j'héritais non pas d'un, mais de 3 appartements entièrement payés. Un dans un quartier résidentiel calme, un autre dans un quartier en plein essor, et le joyau de la couronne,
un appartement élégant et rénové donnant sur le parc Monceau. Le testament était irrévocable. Mon nom figurait sur les actes de propriété. La transition fut douce et silencieuse. Mes parents supposèrent que les propriétés avaient été vendues. Personne ne posa de questions. Je préférais que ce soit ainsi. Je trouvai des locataires de confiance pour chaque unité, signai des baux solides et ouvris un compte bancaire séparé pour les revenus locatifs. Ce n'était pas une richesse ostentatoire, mais c'était suffisant pour assurer mon avenir si jamais j'avais besoin de partir, de prendre du temps pour moi ou de construire quelque chose par moi-même. Mais plus que tout, cela me donnait la liberté. Cette liberté, cependant, devint un fardeau au moment où je dis « oui ». Parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce que je possédais était désormais potentiellement à eux. À moi et à Daniel. Et si sa famille avait son mot à dire, à moi et à eux aussi. J'aimais Daniel. Vraiment. Mais j'avais suffisamment vu Brigitte pour savoir exactement ce qui se passerait si ma belle-mère avait vent de l'héritage. Ce ne serait plus une affaire privée. Brigitte ferait des demandes, demanderait de l'aide pour des investissements familiaux, suggérerait de partager les ressources pour le bien commun. Et une fois que quelque chose était partagé aux yeux de Brigitte, ce n'était jamais rendu. Alors je gardais le silence. Non par cupidité, mais par survie. Et maintenant, assise en face de Brigitte et du notaire dans mon propre salon, feignant de lire l'addendum prénuptial que je n'avais aucune intention de signer, je me rappelais, la liberté mérite d'être protégée, même si cela signifie mentir par omission, surtout quand on n'est pas sûr de qui est vraiment de son côté. Je pensais que le pire était derrière moi après avoir refusé de signer les documents. Mais en vérité, ce n'était que le début. Brigitte n'acceptait pas bien le rejet. Après cette matinée tendue avec le notaire, elle commença à se présenter à l'improviste. Parfois, c'était avec des tartes. D'autres fois, c'était avec des conseils non sollicités ou des critiques acerbes déguisées en inquiétude. « Tu devrais vraiment désencombrer le couloir, Amélie », me dit-elle un après-midi. Ça donne une première impression de désordre. Et tu sais combien les premières impressions sont importantes, surtout si vous envisagez d'avoir des enfants. Je ravalais mon irritation. Je voulais crier, mais au lieu de cela, je souris finement, hochai la tête et m'excusai pour aller à la cuisine. Daniel et moi vivions dans un spacieux appartement de 3 pièces offert par son père. Il appartenait à la famille Martin depuis des années, mais techniquement, il appartenait toujours aux parents de Daniel, et ils avaient toujours une clé. Brigitte utilisait cette clé généreusement. Plus d'une fois, je rentrais du travail pour trouver Brigitte à l'intérieur, réarrangeant les coussins, essuyant les comptoirs ou, pire encore, inspectant l'armoire à pharmacie. Daniel essayait de servir de médiateur, mais il était pris entre deux feux. Élevé pour être respectueux et déférent envers sa mère, il minimisait souvent son comportement avec un doux « elle part d'une bonne intention ». Mais je savais mieux. Il ne s'agissait pas de gentillesse ou d'attention. Il s'agissait de contrôle. Brigitte était déterminée à façonner notre mariage en quelque chose qui correspondait à son image de la famille, traditionnelle, obéissante et entièrement dépendante de son influence. Je commençais à me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Il y avait des commentaires constants sur les enfants, quand ils viendraient, comment ils devraient être élevés, quelles écoles envisager. Brigitte proposa même d'aider à les nommer. J'ai toujours aimé le prénom Catherine pour une fille, songea-t-elle un jour autour d'un thé, sans y être invitée. Je souris poliment, mais à l'intérieur, je bouillonnais de rage. Pendant tout ce temps, je gardais le silence sur les appartements. Chaque fois que j'envisageais d'en parler à Daniel, j'observais comment il gérait sa mère, à quelle vitesse il faisait marche arrière ou s'excusait quand elle se fâchait, et ma résolution se durcissait. Non, pensais-je. Pas encore. Pas tant que je ne serai pas sûr que lui dire ne me coûtera pas tout. Puis vint le coup suivant. Brigitte commença à pousser plus fort. Les allusions subtiles se transformèrent en culpabilisation stratégique. Ce n'est pas juste que nous portions toute la responsabilité, dit-elle lors d'un dîner un soir, faisant référence à l'entreprise familiale. Certaines personnes ont la vie plus facile, des héritages, des actifs. On ne sait jamais qui cache quoi. Cela ressemblait à un tir de semonce. Je levai les yeux de mon assiette et croisai le regard de Brigitte. Elle savait, ou du moins elle soupçonnait. Et si Brigitte était vraiment sur la piste, je devais être plus prudente que jamais. Parce que dans le monde de Brigitte, les secrets n'étaient pas seulement personnels, ils étaient des munitions. L'effondrement commença par une simple gaffe, un commentaire anodin fait par quelqu'un qui n'en savait rien.
J'avais invité ma cousine Rachel à déjeuner un samedi. Rachel, toujours aussi sociable, avait récemment commencé à travailler dans une agence immobilière de prestige. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, et je pensais que rattraper le temps perdu pourrait me remonter le moral. Nous sirotions du thé glacé sur le balcon lorsque Rachel aperçut un immeuble familier au loin. « Oh, waouh !» dit-elle en pointant du doigt. « N'est-ce pas l'immeuble du parc Monceau ? Nous avons fait une visite dans cet immeuble la semaine dernière. L'endroit a des appartements magnifiques. L'un d'eux ressemblait beaucoup au vôtre. L'agencement, le style des meubles, même les rideaux. Drôle de coïncidence. » Je me figeai. J'avais récemment engagé une entreprise de homestaging pour moderniser l'appartement du parc Monceau avant de le remettre en location. Je n'en avais parlé à personne, pas même à Daniel. L'entreprise devait avoir utilisé des photos d'annonces auxquelles Rachel avait accès. Essayant de rester calme, je rejetai l'idée en riant. Ce doit être un design populaire. Ce look moderne du milieu du siècle est partout ces jours-ci. Rachel haussa les épaules et changea de sujet, mais mon cœur battit la chamade pendant le reste de la conversation. Ce que je ne savais pas, c'est que Rachel avait également mentionné l'immeuble à Brigitte la semaine suivante, nonchalamment lors d'un brunch. « J'ai vu cet appartement qui me rappelait tellement votre style, Amélie », avait dit Rachel. C'était au parc Monceau. C'est drôle comme les goûts se retrouvent dans les familles. Brigitte, bien sûr, ne dit rien à ce moment-là, mais plus tard dans la journée, elle appela un ami qui travaillait dans la gestion immobilière. En 48 heures, elle avait une liste des récents transferts de bail et des noms de propriétaires dans l'immeuble. Et l'un de ces noms était incontestablement le mien. La confrontation ne vint pas immédiatement. Brigitte attendit, patiente et silencieuse. Elle voulait des preuves. Elle voulait un moyen de pression. Puis, un jeudi soir pluvieux, je rentrai chez moi pour trouver Daniel sur le canapé, tenant une impression. « C'est une annonce immobilière », dit-il lentement. « Avec ton nom dessus, du parc Monceau. » Maman me l'a montré. Je m'assis. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le secret était éventé. Mais ce qui me surprit, ce n'était pas l'implication de Brigitte. C'était le visage de Daniel, blessé, confus, mais pas en colère. « J'ai juste besoin de comprendre, » dit-il. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Je pris une profonde inspiration, me préparant. Parce que ce moment calme et honnête, déciderait de tout. Je regardais Daniel, le cœur battant dans ma poitrine. « Je ne te l'ai pas dit », commençai-je lentement, parce que j'avais besoin de savoir si notre relation pouvait survivre sans le poids de l'argent qui y était lié. J'avais besoin d'être sûr que tu m'aimais pour moi, et non pour ce que je pourrais apporter. Daniel n'interrompit pas. Il écoutait simplement, son expression s'adoucissant. « J'ai vu comment ta mère fonctionne, » continuai-je, la voix légèrement tremblante. « J'ai vu comment elle traite les limites. Et j'étais terrifié. Pas de toi, mais de ce qui pourrait arriver si les mauvaises personnes le savaient. Je n'étais pas prête à risquer tout ce que ma grand-mère m'avait donné. » Daniel mit les papiers de côté. « J'aurais aimé que tu me le dises. J'aurais compris. » « L'aurais-tu fait ?» demandai-je doucement mais avec insistance, parce que j'ai vu la façon dont tu essaies de lui plaire, même quand elle dépasse les bornes. Cela toucha une corde sensible. Daniel se pencha en arrière, soupirant. Il se frotta le front et détourna le regard. « Tu as raison, » admit-il. J'ai eu peur de lui tenir tête pendant la majeure partie de ma vie. C'était plus facile de laisser les choses glisser. Mais ça semble différent. Nous restâmes assis en silence un moment, le bourdonnement de la pluie remplissant la pièce. Finalement, Daniel prit ma main. « Amélie, je me fiche des appartements. Ce qui m'importe, c'est que tu aies senti que tu ne pouvais pas me le dire. Ça me brise le cœur plus que tout. Mais je veux arranger ça, et je veux protéger ce qui est à toi, non pas parce que c'est précieux, mais parce que ça compte pour toi. » Les larmes montèrent à mes yeux, non de tristesse, mais de soulagement. Nous parlâmes tard dans la nuit, vraiment parler, de notre avenir, des limites, de ce qu'il faudrait pour vraiment devenir une équipe. Nous convînmes que les appartements resteraient uniquement à mon nom, que mon indépendance financière serait protégée, que Daniel n'aurait aucune réclamation sur ceux-ci, ni ne le demanderait jamais. Et plus important encore, nous nous mîmes d'accord sur autre chose. Il était temps de quitter l'appartement des Martin. Temps de créer un foyer qui serait vraiment le nôtre, un espace où Brigitte n'aurait pas de clé.
Une vie qui ne serait pas surveillée, mesurée ou manipulée. En choisissant d'être honnête, j'avais tout risqué. Mais Daniel me choisit quand même. Et ce faisant, il prouva que l'amour ne consistait pas à tout partager. Il s'agissait de respecter ce dont l'autre personne avait besoin pour se sentir en sécurité. La décision de déménager n'était pas seulement une question d'intimité. C'était une question de pouvoir. Une semaine après notre conversation, Daniel et moi signâmes un bail pour un appartement calme dans un immeuble en pierre de taille près de l'université. Il n'était pas aussi grand que l'appartement précédent, mais il était à nous. Pas de clés supplémentaires qui traînaient. Pas de visite surprise, pas d'yeux indiscrets. Brigitte, sans surprise, ne prit pas bien la nouvelle. « Vous déménagez ?» demanda-t-elle lors d'un dîner, la voix tendue. « Mais l'appartement est parfaitement bien. Vous allez gaspiller de l'argent en loyer alors que vous avez déjà un endroit. »« Nous avons besoin de notre propre espace, maman, » dit Daniel doucement. « Il est temps. » Brigitte ne discuta pas, du moins pas à voix haute, mais la froideur dans ses yeux me dit tout. Et puis vinrent les tentatives de culpabilisation. Brigitte appelait Daniel à des heures indues avec des nouvelles émotionnelles, « Ton père ne dort pas. Il s'inquiète. Nous avons aménagé cet appartement avec notre retraite en tête. Si vous partez tous les deux, qu'est-ce que cela signifie pour nos projets ?» Puis elle commença à me contacter directement. « C'est tellement dommage », soupira-t-elle autour d'un café un après-midi. « La famille devrait se soutenir mutuellement. Je veux dire, toi et Daniel allez si bien. Pendant ce temps, l'entreprise a des difficultés. » La famille ne disait rien. Brigitte se pencha. « Nous aurions vraiment besoin d'un peu d'aide. Un investissement à court terme. Tu sais, juste quelque chose de petit. Tu as sûrement quelque chose de mis de côté de ta grand-mère, n'est-ce pas? Voilà. La vraie raison de cette soudaine proximité. » Je posai ma tasse. « Je suis désolé, Brigitte. Mes actifs ne sont pas disponibles pour investissement. » L'expression de Brigitte vacilla. « Tu préférerais laisser ta famille souffrir? » Non, dis-je fermement. Je préférerais protéger ce qui m'a été confié. Les semaines qui suivirent furent tendues. Lors d'une réunion de famille, j'entendis Brigitte dire à une tante qu'elle était déçue de voir à quel point certaines personnes étaient devenues ingrates. Mais je ne sciais pas. Je m'y attendais. Et Daniel, fidèle à ses paroles, me soutint. Lorsque Brigitte appela Daniel pour lui demander d'intervenir, il lui dit clairement, « C'est la décision d'Amélie, et je la soutiens. » Ce fut le tournant décisif. Brigitte réalisa qu'elle ne pouvait plus manipuler son fils comme avant, que le mariage n'était pas une autre extension de son influence, qu'Amélie n'était pas un pion à déplacer. J'avais tracé une ligne, et Daniel, enfin, avait appris à la respecter. Notre nouvelle maison n'était pas seulement une adresse différente. C'était une déclaration, une rébellion silencieuse contre le contrôle et un engagement à construire une vie selon nos propres termes, libres, égaux et intouchables. Pendant un certain temps, les choses furent calmes. Daniel et moi nous installâmes dans notre nouvelle maison, nos routines redevenant paisibles. Sans les visites impromptues de Brigitte ni ses critiques subtiles, je sentis mes épaules se détendre lentement, d'une manière dont je n'avais pas réalisé qu'elles étaient tendues depuis si longtemps. Je décorais l'appartement avec une joie tranquille, choisissant des couleurs et des meubles qui me reflétaient, moi, et non la vision de quelqu'un d'autre. Puis, sortie de nulle part, vint l'urgence. Brigitte eut une crise cardiaque. Elle fut légère, mais suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale et des semaines de convalescence. Daniel était secoué. Malgré tout, elle était toujours sa mère. Nous nous précipitâmes à l'hôpital, et moi, sans hésitation, je restai à ses côtés. J'aidai à remplir les formulaires, apporter des repas et coordonner même avec les médecins lorsque Daniel était trop dépassé pour traiter les informations. Je ne le fis pas pour Brigitte, je le fis pour lui. Après l'opération, Brigitte fut admise dans un centre de rééducation. Son assurance couvrait la plupart des frais, mais il y avait un manque important pour les soins post-opératoires à domicile. Le père de Daniel, retraité et confus par la situation, semblait mal équipé pour gérer cela seul. C'est alors que l'appel arriva. Daniel entra dans le salon, le téléphone toujours à la main. Elle a demandé si nous pouvions aider financièrement. Je le regardai. A-t-elle dit combien? Il hocha la tête. Elle veut engager une aide-soignante à plein temps pendant 2 mois. Cela coûterait plus de 10 000 €.
Ils ne les ont pas, il ne me mit pas la pression. Il partagea simplement l'information et attendit. J'y réfléchis longuement. Et puis je transférai discrètement l'argent. Ce n'était pas par obligation. Ce n'était pas pour gagner des faveurs. C'était parce que je savais au fond de moi-même que le pouvoir signifiait avoir le choix. Et je choisis d'aider. Non pas parce qu'on s'y attendait, mais parce que j'étais libre de décider. Brigitte ne dit jamais merci directement, mais son ton changea. Lors des visites de rééducation, sa voix s'adoucissait. La rudesse habituelle laissa place à quelque chose de plus lent, de plus réfléchi. Je n'avais pas réalisé, dit Brigitte un soir alors que je l'aidais à ajuster ses oreillers. Tu es plus forte que je ne le pensais. Je souris. J'ai toujours été forte. Tu n'as juste jamais regardé de près. Il y eut une longue pause. Ta grand-mère serait fière, dit finalement Brigitte, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je n'avais pas besoin de son approbation, mais ces mots comptaient quand même, parce qu'ils ne concernaient pas l'argent, la propriété ou le contrôle. Ils étaient un aveu de quelque chose de plus profond, le respect. Ce moment n'effaça pas le passé, mais il marqua un changement. D'adversaire à une compréhension prudente, de la suspicion à une admiration réticente. J'avais tenu bon, protégé ce qui était à moi et, à la fin, j'avais donné d'une position de force, non de soumission. Et peut-être, ce faisant, avais-je enseigné à Brigitte quelque chose qu'aucune leçon n'aurait jamais pu, que la vraie générosité n'a rien à voir avec la richesse et tout à voir avec le choix. Les mois passèrent. La convalescence de Brigitte se poursuivit régulièrement, et Daniel et moi retournâmes discrètement au rythme de notre vie. Mais quelque chose avait changé, pas seulement dans notre mariage ou dans le ton de Brigitte, mais en moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me sentis libre de toute attache. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait par la fenêtre de notre appartement, je m'assis avec une tasse de café fumant et un carnet ouvert. Daniel dormait encore, la maison silencieuse à l'exception du doux tic-tac de l'horloge. Je fixai la page, pensant à la suite. Les appartements que ma grand-mère m'avait laissés se portaient bien. Tous les trois avaient des locataires stables, des baux solides et avaient considérablement pris de la valeur. Mais pour moi, ils n'étaient pas seulement des investissements. Ils étaient un héritage, une sécurité. Un rappel que les femmes de ma famille avaient toujours survécu en étant intelligentes, stratégiques et discrètement fortes. Je commençai à rédiger un plan. Pas pour plus de richesse, pas pour l'expansion, mais pour quelque chose à moi. Une fondation, petite et locale, dédiée à aider les femmes à sortir d'environnements toxiques. Pas ostentatoire, pas corporatif, juste un réseau de soutien, un hébergement temporaire, des ressources juridiques, une éducation financière. Je savais ce que c'était que d'être acculée, de se sentir dépendante, de garder le silence par peur de tout perdre. Et si je pouvais aider d'autres femmes à trouver leur voie plus rapidement que je ne l'avais fait? Quand j'en parlais à Daniel plus tard cette semaine-là, il ne s'y a pas, ça a l'air incroyable, dit-il. Dis-moi comment je peux aider. Alors je le fis. J'enregistrai l'organisation à but non lucratif discrètement, la nommant la clé de Louise, d'après ma grand-mère. L'idée était simple, quand le monde vous exclut ou essaie de vous enfermer, vous avez besoin de votre propre clé. J'y consacrai mon énergie. Les soirs et les week-ends, je rencontrais des travailleurs sociaux, des avocats et des bénévoles. Mon histoire, autrefois cachée, devint la raison pour laquelle d'autres commencèrent à s'ouvrir. Une femme envoya un courriel après un atelier, disant « Vos mots m'ont rappelé que je ne suis pas faible de partir. Je suis forte de choisir la paix. » Et à chaque message, chaque réunion, chaque séance de planification tardive, je réalisais quelque chose de beau. J'avais transformé un héritage de silence en un avenir de voix. Un soir, je visitais le parc Monceau, l'immeuble avec l'appartement qui avait autrefois exposé mon secret. Je me tenais sur le balcon, regardant le même horizon parisien, mais cette fois avec clarté dans mon cœur. Je n'avais plus à me cacher. Ma richesse n'était pas dans les appartements. Elle n'était pas dans mon compte bancaire. Elle était dans la vie que j'avais choisie, la limite que j'avais fixée, l'amour que j'avais nourri, le courage que j'avais gardé quand personne ne regardait, et la clé qui avait autrefois seulement ouvert des portes ouvrait maintenant des avenirs. Le premier anniversaire de la clé de Louise arriva discrètement, sans fanfare, exactement comme je l'aimais. J'étais assise dans la petite salle communautaire que nous avions récemment rénovée, entourée de femmes partageant café, rires et histoires qui auraient pu autrefois être dites à voix basse. Une femme nommée Carla, qui avait fui un mariage émotionnellement abusif,
donnait maintenant des cours de budgétisation de base pour les mères célibataires. Une autre, Noémie, venait d'obtenir son premier emploi à temps plein après des mois de lutte avec le logement et la stabilité. Je regardais autour de moi et sentis quelque chose s'épanouir dans ma poitrine. Ce n'était pas de la charité. C'était de la dignité. Je pensais souvent à ma grand-mère maintenant, non avec chagrin, mais avec un sentiment de parenté. Louise n'avait jamais beaucoup parlé, mais tout ce qu'elle faisait était délibéré, réfléchi, stratégique, et c'était cette même force tranquille que je portais maintenant, tissée dans chaque décision que je prenais. Pendant ce temps, Daniel avait aussi grandi. Il ne s'excusait plus de fixer des limites, il ne laissait plus la culpabilité dicter ses choix. Lorsque Brigitte demanda à emménager temporairement pendant sa deuxième phase de convalescence, Daniel refusa gentiment. « Nous aiderons à organiser les soins, lui dit-il. Mais nous avons besoin de notre propre espace. » Brigitte ne discuta pas. Peut-être comprenait-elle enfin que la proximité n'était pas synonyme de connexion, et que l'amour pouvait exister avec la distance, et même sans. Un soir, alors que je fermais le bureau, je remarquai une lettre glissée sous la porte. Elle était manuscrite, d'une écriture douce et cursive. « Amélie, vous ne saurez peut-être jamais pleinement ce que votre force a signifié pour les autres, mais je le vois maintenant. Je me suis trompé à votre sujet. Merci d'avoir protégé ce qui comptait, car cela vous a permis de donner tellement plus. Brigitte. » Ce n'était pas une réconciliation. Et ce n'était même pas des excuses, mais c'était une reconnaissance. Et parfois, c'est suffisant. Je pliai la lettre et la rangeai, non pas parce que j'avais besoin d'y revenir, mais parce qu'elle marquait un moment, un tournant silencieux dans une vie définie non par le drame, mais par la résolution. Quand les gens demandaient comment j'avais fait, comment j'avais réussi à construire quelque chose de puissant sans me perdre, je disais simplement, je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je sois assez forte pour parler. Et puis je n'ai parlé que lorsque cela importait, parce que la vengeance ne venait pas toujours par la confrontation. Parfois, elle venait en devenant tout ce qu'il disait que vous ne pouviez pas être. Parfois, elle venait par la paix, par les limites, par la construction de quelque chose que personne ne pouvait toucher. Et en faisant cela, j'avais transformé non seulement mon histoire, mais la vie d'innombrables autres. C'était mon héritage, pas seulement ce dont j'avais hérité, mais ce que j'avais osé créer. En fin de compte, Amélie Martin, n'ai pas gagné en criant vengeance ou en prouvant que les autres avaient tort. J'ai gagné en protégeant ma vérité, discrètement. J'ai gagné en attendant, en observant et en choisissant exactement quand et comment parler. Et quand j'ai finalement parlé, ce n'était pas pour rabaisser les autres. C'était pour construire quelque chose de plus fort. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Brigitte. Je n'avais besoin de personne pour me voir comme noble, indulgente ou altruiste. Je n'étais aucune de ces choses tout le temps. J'avais des moments de peur, de doute, de tentation de tout abandonner. Mais je suis resté, et non par tradition, non par apparence, mais pour l'avenir. Parce que dans un monde où certaines personnes utilisent l'amour comme levier et la gentillesse comme monnaie d'échange, j'ai appris que la chose la plus radicale que je pouvais faire était de protéger ma propre histoire, selon mes propres termes, sans signature, sans explication, sans compromis, juste une femme avec ses propres clés, son propre nom, sa propre vie. Donc, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti réduit au silence par la famille, par les attentes, par la peur, laissez mon histoire vous rappeler, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de l'avoir. Et vous ne devez votre paix à personne qui profite de votre silence. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas bruyante. C'est de les laisser confus par votre calme. C'est de construire une vie si pleine et intouchable qu'ils ne peuvent pas réécrire votre histoire, même s'ils essaient. Alors, aimez, partagez et commentez si cette histoire a touché quelque chose en vous, parce que peut-être que votre silence n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est une puissance qui attend le bon moment pour se manifester.